Et donc, nous avons la chance d'avoir le professeur Henri Joyeux, qui est professeur en cancérologie et chirurgie digestive à la faculté de médecine de Montpellier, qui est également chirurgien des hôpitaux et de l'Institut du cancer de Montpellier, du centre Val d'Aurelle, qui est spécialiste en nutrition alimentaire et cancérologie, et qui est président de Famille de France, qui est là pour vous ce soir, pour vous tenir une conférence sur le thème alimenter votre capital santé avec l'alimentation méditerranéenne. Voilà, je vous demande de l'applaudir bien fort. Bonsoir à tous et à toutes, et merci à tous les organisateurs de me permettre de venir vous parler de la santé. Donc vous savez que je suis chirurgien et cancérologue. Hier j'étais à Paris et j'ai pris l'avion à 21h30 à Roissy pour être avec vous aujourd'hui. Et j'ai des demandes de conférences partout et je les accepte chaque fois que je peux parce que je considère que la santé c'est quelque chose d'extrêmement important et que le grand public, bien plus que les médecins, est conscient que l'alimentation est un point clé de notre santé. Alors au repas qui vient de se passer avec quelques amis, j'ai été stimulé par les questions qui m'ont été posées et une personne, un jeune, m'a dit « moi j'y crois pas ». Donc je vais orienter ma conférence pour vous convaincre. Dans deux parties, on va faire une première partie où je vais vous démontrer les relations entre l'alimentation et la santé. Et dans une deuxième partie, je vous dirai quelle est la meilleure façon de s'alimenter pour éviter, prévenir les maladies. Première chose, les relations entre l'alimentation et la santé. Figurez-vous qu'on a fait des études épidémiologiques. Dans épidémiologique, vous entendez le mot épidémie, qui n'est pas très bon, mais ça s'appelle comme ça, pour essayer de repérer des populations qui ont des habitudes alimentaires différentes. Alors on a pris des Japonais. Ces Japonais, on sait qu'ils vont s'installer facilement aux États-Unis et que quand ils s'installent aux États-Unis, ils s'y installent et ils y restent. Au Japon, ils ont des habitudes alimentaires et aux États-Unis, en l'espace de 2 générations, ils deviennent américains au niveau de leurs habitudes alimentaires. Au Japon, vous avez beaucoup de cancers de l'estomac parce que les gens sont les uns sur les autres, parce qu'ils sont trop nombreux, parce qu'ils sont stressés. Souvenez-vous, Fukushima et tout le reste, il n'y a pas que Fukushima. Donc ils font beaucoup de cancer de l'estomac, et le cancer de l'estomac, là-bas chez eux, est un fléau social, lié au stress et à une mauvaise alimentation qui est irritante de leur tube digestif. Ils font très peu de cancer du sein, très peu de cancer du sein. Ils en font très peu par rapport à nous, et ça c'est très intéressant, parce qu'on va voir que dès la première génération, on voit les populations que l'on suit sur le plan statistique, et l'on voit que les Japonais, progressivement, en 2 générations, rejoignent les Américains, c'est-à-dire font de moins en moins de cancer de l'estomac, donc il y a moins de stress, mais ils mangent différemment, et on voit par contre plus de cancer de la prostate, plus de cancer du sein. La question c'est de savoir pourquoi. Quand on regarde les habitudes alimentaires, on se rend compte que les habitudes alimentaires aux États-Unis sont davantage orientés vers du végétal, donc ils consomment plus de végétal, ce qui est bon pour la santé, mais aussi qu'ils consomment beaucoup de produits qui sont des produits de viande, des produits animaux, dans lesquels vous avez des viandes rouges, et vous avez des produits lactés. Et dans ces produits lactés, les Américains sont des énormes consommateurs de fromage, de yaourt, de produits laitiers de toute nature. Bien. Et donc, on voit ces populations qui vont changer complètement dans ce qu'on appelle l'incidence des cancers de l'estomac, de moins en moins, côlon rectum, foie, pancréas, prostate. Si l'on regarde aussi des populations, par exemple, finlandaises, en Finlande, vous avez des populations qui sont au centre du pays, et vous en avez d'autres qui sont au bord de la mer. Et puis vous en avez au bord de la mer, certains qui prennent des poissons extrêmement fumés, et d'autres qui sont plutôt marinés. Des populations différentes, qui ont des habitudes culturelles, si vous voulez, qui sont différentes. Et là aussi, on a vu des différences. Ceux qui fument moins font beaucoup moins de cancer de l'œsophage et de cancer du tube digestif que ceux qui prennent des produits marinés, parce qu'il y a plus de vitamine C, il y a plus d'oméga 3. On sait les causes de tout ça. Bien.
Alors maintenant, si nous regardons nos propres populations en France, nous savons maintenant qu'on prend, si on prend tumeur par tumeur, cancer par cancer, on peut donner les causes. On va essayer de prendre le tube digestif de haut en bas. Vous voulez avoir par exemple un cancer au niveau otorhinolaryngologique, au niveau de la bouche. Moi je peux vous aider, il n'y a aucun problème. Il faut des alcools forts, il faut du tabac. Alcool fort et tabac. Alcool fort c'est quoi? Je vous donne les marques. C'est whisky, c'est Pernod Ricard, c'est gin et c'est vodka. Mais c'est pas simplement en prendre à Noël ou pour la fête de je ne sais quoi, c'est en prendre régulièrement. C'est-à-dire que en prendre régulièrement, c'est dangereux pour notre santé. Et souvent, en plus, les alcools forts, vous avez la consommation du tabac. Et si vous voulez avoir un cancer plus rapidement, prenez un tabac maïs, papier maïs, mais ça ira plus vite. Les femmes, 10 cigarettes par jour, ça vous suffit. Parce que quand vous en fumez 10, mesdames, c'est comme si moi j'en fume 20. Parce que la capacité respiratoire d'une femme, excusez-moi, c'est comme ça, c'est la moitié de celle de l'homme. Il n'y a pas aux Jeux Olympiques les hommes et les femmes mélangés, il y a les femmes d'un côté avec les médailles pour les femmes et les médailles pour les hommes. Dans toutes les équipes de football françaises hier, entre la France et l'Espagne, il n'y avait pas une femme, c'était du football masculin. Et puis il y a des équipes féminines. Pourquoi? Parce que la capacité respiratoire d'une femme, grosso modo, c'est la moitié d'un autre. Vous pouvez faire des efforts tant que vous voulez, ou alors vous vous dopez comme celle qui gagnait la course cycliste, je ne sais plus son nom, Jeannie Longo, etc. Bon. Donc ça, on le sait. Je dirais, ça c'est de la science pure et dure, mais le problème, c'est que le grand public, d'une manière générale, n'est pas informé. Et pourquoi il n'est pas informé? Nous allons le voir, parce qu'il reçoit des informations par la publicité. Et que les publicités vous donnent des allégations nutritionnelles, et que quand vous avez une publicité, en plus un prof de médecine qui passe avec une blouse blanche dans la publicité, vous dites c'est la science, c'est juste, donc je vais te suivre, les yeux fermés. Alors, on va essayer de prendre donc localisation par localisation. Je vous ai dit otorhinolaryngologie. Vous voulez avoir un cancer au niveau de l'ésophage? Moi, je vais vous aider. J'ai encore vu une dame hier que j'ai opérée il y a 1 an et demi d'un cancer de l'ésophage. Elle était magnifique, elle était toute contente. On a fait son scanner. Elle est complètement en pleine forme. Donc, 1 an et demi, elle n'a pas de récidive. À mon avis, elle va être guérie. Oui, parce que le cancer de l'ésophage, il récidive assez vite. Dans l'année et demie, déjà, on a des récidives. Il n'y a pas de récidive, c'est bon signe. Et comment elle a eu son cancer de l'ésophage? Elle prenait des boissons brûlantes, c'est-à-dire café brûlant, thé brûlant, chocolat brûlant, toutes les boissons, il les fallait très chaudes pour elle. Tellement que, elle ne finissait pas par savoir que c'était très chaud. Parce qu'elle brûlait les papilles au niveau du fond du gosier, d'une part, et elle brûlait régulièrement son ésophage jusqu'au jour où, l'ayant vraiment brûlé, un jour, il y a un morceau de pain qui passe plus, on descend un tube et il y a une tumeur. On sait comment les gens, par exemple dans les Cévennes, se suicidaient autrefois. Comment ils faisaient? Ils prenaient une eau des olives. Et vous êtes en Provence, vous savez ce que c'est que l'eau des olives? C'est une eau qui est une eau extrêmement bicarbonatée, avec un pH extrêmement fort. Si vous la prenez, vous brûlez l'ésophage. Moi, j'ai opéré, ça doit faire 2 ans et demi, une jeune fille de 16 ans qui a voulu se suicider. Eh bien, il a fallu enlever tout son ésophage. On lui a mis un trou par ici avec la salive, un trou par en bas. Ensuite, on l'a réopéré et on a transformé son estomac, qu'on a monté jusqu'en haut pour qu'elle puisse s'alimenter correctement. C'était un suicide, une tentative de suicide, en se brûlant son ésophage. Mais si vous le brûlez tranquillement et régulièrement, et qu'en plus vous émettez des alcools forts, l'alcool fort, incontestablement, est un élément qui irrite régulièrement votre ésophage, et un bon jour, ça passe plus. Et si en plus vous avez le tabac que vous respirez, ne croyez pas que le tabac, il va simplement au niveau de votre poumon. Bien sûr qu'il va au niveau du poumon, mais il va aussi au niveau de la vessie. Parce que la nicotine, nous la pissons, la nicotine. Nous la pissons, ça veut dire qu'elle passe dans la vessie, qu'elle se concentre, et c'est un irritant de la vessie. Donc nous voyons aujourd'hui des gens qui ont des cancers de la vessie, j'en ai vu encore la semaine dernière, un type qui vous dit « Ah, moi j'ai arrêté de fumer il y a 10 ans ». Oui, d'accord, mais le gars, il a fumé son paquet par jour pendant 25. Et ça ne s'efface pas. C'est comme un tatouage. Vous ne voulez plus votre tatouage. Désolé, mais il est là à vie. Eh bien, c'est la même chose. Donc, ce monsieur fait un cancer de la vessie, mais aussi, vous avez avec le tabac et avec les alcools forts, les autres types de cancers qui sont au niveau de votre estomac et au niveau du pancréas. Le pancréas, c'est quoi? C'est un organe extrêmement sensible. Et si nous étions, et vous pouvez être conscient de comment fonctionne votre pancréas,
je ne seriez pas à genoux devant votre pancréas, mais vous diriez, mon pancréas, je le préserve, je fais gaffe. Et comment je fais gaffe avec mon pancréas? Moi, je le sais, donc je fais gaffe. Mon pancréas, il a deux fonctions. Un, il m'aide à avoir un taux du sucre dans le sang équilibré. Ça veut dire que quand je prends un gâteau, quand je prends une boisson trop sucrée, un soda, un coca, des choses comme ça, je prends, quand il y a du sucre dedans, jusqu'à 17 à 19 morceaux de sucre dans un litre. Bien. Je bois une canette de coca, ça ne fait pas un litre. Je prends quand même 17 divisé par 4, d'accord, morceaux de sucre dans mon coca. Ça veut dire que mon taux du sucre dans le sang, il va passer de 1 gramme à 1 gramme 12, 1 gramme 15, 1 gramme 10, 1 gramme 7, ça dépend des personnes. Et le pancréas va immédiatement réagir en envoyant de l'insuline. Cette insuline est destinée à faire baisser mon taux de sucre dans le sang pour faire passer à 1 gramme. Mais pour faire passer à 1 gramme, quand vous êtes à 1 gramme 12, c'est comme si vous avez un morceau de roseau qui penche vers là depuis quelque temps, vous voulez le faire tenir droit. Pour le faire tenir droit, vous devez le pencher de l'autre côté autant de temps qu'il a tenu du côté droit pour le pencher de l'autre côté. C'est une évidence. Eh bien, quand vous prenez votre Coca-Cola, que votre taux de sucre dans le sang monte, le pancréas, il envoie de l'insuline et de 1,12, il vous fait passer à 0,82, 0,92, 0,80. Vous avez une petite hypoglycémie. Alors, vous avez soif, re-soif et re-coca. C'est extrêmement malin. Ce sont des salopards. Ils le savent. Ils savent parfaitement que l'objectif, c'est de vous en faire consommer régulièrement. Alors, si je suis sur le Coca-Cola, je vais en finir avec lui. Sachez une chose, c'est que si vous avez une tache sur votre tapis, formidable. Vous allez la nettoyer. Hein? Vous avez une tache sur votre parquet, vous prenez Coca-Cola, ça fout en l'air la tache. Vous imaginez ce que ça peut faire dans votre estomac? Vous imaginez ce que ça peut faire? C'est une aberration nutritionnelle. Que vous ayez du Coca-Cola dans votre pharmacie remboursée par la Sécu, je suis d'accord. Pourquoi? Parce que c'est utile si vous avez la diarrhée, si vous avez le choléra, vous êtes sur le trône de César et vous avez de la flotte qui fout le corps vers le bas avec de l'énergie, et vous risquez de tomber d'inanition, de tomber de fatigue et d'hypoglycémie. Alors, Coca-Cola ou de l'eau sucrée, ça revient au même. Donc le Coca-Cola, oui, remboursé par la Sécu si on a le choléra, uniquement. Le Coca-Cola, c'est un poison. Il faut se mettre ça dans la tête. Et il faut le dire aux jeunes. Les jeunes se gavent de Coca-Cola. Se gavent de Coca-Cola. Pourquoi? Parce que la pub, Jeux Olympiques de Londres, qui c'est qui sponsorisait à fond les Jeux Olympiques? Coca-Cola. Ce n'est pas des petites sommes, c'est des milliards. Milliards. Ça, il faut le savoir. Bon. Alors maintenant, vous voulez avoir un cancer à l'estomac. Je vais vous aider. Je vais vous aider. Vous allez au McDo. Au McDo. Alors, ce n'est pas le McDo qui vous donne un cancer de pancréas. C'est qu'au McDo, vous avez du pain de mie qui est destiné à ce que vous ne mastiquiez pas le moins possible. Pain de mie, hop, 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 et vous avalez. Et puis vous avez de la viande hachée qui a été mâchée par quelqu'un d'autre avant vous. Vous me suivez? Vous avez bien compris que ce n'est pas mâché par quelqu'un d'autre avant vous, mais ça a été broyé, mâché pour que vous ne fatiguiez pas vos ratons. Quand une maman ou une grand-mère donne à son petit-fils du steak haché, elle est incohérente. C'est pas sa faute. C'est pas sa faute. Le pédiatre n'y comprend rien et lui dit, donnez-lui du steak haché. Ou bien, à ce petit, il aime le steak haché parce qu'à l'école, on lui donne du steak haché. C'est aberrant. Le steak haché est aberrant sur le plan nutritionnel si vous avez des dents. Les enfants ont des dents. À quoi servent les dents? Vous avez le sourire de Hollande ou le sourire de Sarko, très bien, mais ça c'est zéro. Ce qui est important, c'est que les dents sont destinées à mastiquer les aliments. Pourquoi? Parce que nous avons des glandes salivaires et qu'aujourd'hui, on nous les a fait oublier. Je demandais récemment à l'un de mes collaborateurs, Martin, qui est un jeune interne, qui m'aidait à opérer, il était très sympa. En fin d'intervention, je dois les noter sur la façon dont ils m'ont aidé, sur les questions que j'ai posées pendant l'opération, etc. Je lui dis, bon Martin, tu t'es bien débrouillé, tu vas avoir une bonne note, mais j'ai besoin de te poser encore une question. Alors dis-moi Martin, combien on a de glandes salivaires? Alors à travers son masque, je vois qu'il a les yeux qui hésitent, et il me dit beaucoup. Ça veut dire qu'il ne savait pas. Je dis non, Martin, je t'ai dit combien? Combien, ça veut dire je veux un chiffre. Alors il me dit des deux côtés. Je dis oui, tu as des testicules des deux côtés, tu as des oreilles des deux côtés, tu as des yeux des deux côtés, tu as des narines des deux côtés. Combien tu as de glandes salivaires? Allez, vas-y, donne-moi un chiffre.
Il me dit 4. J'ai dit, tu es nul. Il y en a 6. Nous avons 2 parodies de 2 sous-maxillaires et 2 sublinguales. Ça veut dire que nous sommes capables de fabriquer, si nous mastiquons bien, un peu moins, ça c'est 1,5 litre, 1 litre de salive par jour. Si vous allez au McDo, si vous ne mastiquez pas vos aliments, si vous ne prenez pas du fromage de chèvre, comme j'ai eu tout à l'heure, un excellent fromage de chèvre de votre Vaucluse, alors si vous prenez des yayas, des yaourts, tout ça, vous mastiquez que dalle. Alors, ne vous inquiétez pas, vous ballonnez. Vous ballonnez par le haut, vous ballonnez par le bas, c'est la pétarade assurée. Les Français sont des ballonnés et sont des constipés. Les constipés, c'est quoi? C'est des gens qui risquent d'avoir un cancer du côlon et du rectum. Et croyez-moi, c'est pas marrant d'avoir un cancer du côlon et du rectum. Nous en opérons tous les jours dans le centre anticancéreux où je suis. Nous sommes obligés parfois de faire ce qu'on appelle un anus artificiel. Ça veut dire quoi? Que les matières sortent par la peau, par un trou de la peau. C'est affreux et ce n'est pas sympathique du tout. Et ce sont des gens qui ne consomment pas de fruits, qui ne consomment pas de fibres, ou alors les femmes consomment de compote. Ah docteur, je prends ma compote de ma grand-mère. Ma femme fait des compotes fantastiques. Vos compotes à la poubelle. Elles valent que dalle, parce qu'il n'y a pas de fibres, et parce que dedans, vous avez que des sucres rapides. Parce que le sucre du fruit, qui est excellent pour votre santé quand le fruit est frais, vous allez abîmer ce sucre et en faire un sucre identique au sucre Saint-Louis. Laissez le sucre à Saint-Louis, ne mangez que des sucres qui sont dans les fruits frais et de saison. Quand vous avez des fraises, vous n'avez pas besoin de les sucrer, bien que quand on dit qu'on sucre les fraises, ça veut dire qu'on se prépare pour le départ dans l'au-delà. Donc vous sucrerez les fraises la veille du départ dans l'au-delà. Vous mangerez un yaourt la veille du départ dans l'au-delà. Je prescris le yaya, la compote, la veille du départ dans l'au-delà. Je n'ose pas vous demander combien et qui a pris un yaourt aujourd'hui. Je n'ose pas vous le demander. Mais je sais que beaucoup en prennent. Parce que vous avez Actimerde à la télé, Activia, vous avez Danette maintenant, vous avez vu tout c'est Danette, je suis Danette, nous sommes Danette, vous êtes Danette, tout ça, ça vaut que dalle. Ça veut dire quoi? Que tout ce que vous avez en publicité, c'est formidable, c'est ce qu'il ne faut pas acheter. Donc, je vais vous aider à avoir un cancer d'estomac. Vous ne mastiquez pas, vous allez au McDo, vous vous gavez de produits laitiers, vous vous gavez de compote, vous ne prenez jamais de fruits frais et vous ne prenez jamais du bon vin de chez nous. Voilà. Et vous dites, moi je fonctionne avec du Coca-Cola, moi je fonctionne avec du soda, et sur votre table de cuisine, sur votre table du repas, il y a du Coca-Cola ou du soda. Aberration. Coca est d'accord, ça c'est sûr. Soda est d'accord, ça c'est sûr. Mais vous allez payer la facture un jour ou l'autre, et la facture, vous allez la payer malheureusement cher. Parce qu'au niveau de votre estomac, qu'est-ce qui va arriver? Il va arriver un Helicobacter pylori. Et cet Helicobacter pylori, hélicoptère, bactérie, pylori proche du pylore, c'est quoi? C'est une bactérie qui est une forme de petit rongeur que vous avez dans l'estomac et qui vous ronge gentiment, qui vous irrite. Alors, gastrite, inflammation. Et cette gastrite, un beau jour, on connaît parfaitement l'évolution. Elle va donner un ulcère, un petit trou. Et cet ulcère, on sait parfaitement l'évolution. Il va donner un cancer de l'estomac. Et on sait exactement à quel endroit. L'estomac, il a une grande courbure et une petite courbure. Eh bien, vous allez faire le cancer de l'estomac sur la petite courbure. Et le cancer de l'estomac, nous en guérissons 20%. 80%, on ne guérit pas. Malgré opération, malgré chimio, malgré rayon. Il y a 30 ans, on en guérissait 20%, on en guérit toujours 20%. Vous voulez avoir un cancer de l'estomac? Moi pas. Moi je n'en veux pas. Et comme je ne veux pas de cancer de l'estomac, j'ai compris. Donc je consomme 4 à 6 fruits frais par jour. Et de saison. Qu'est-ce que j'ai mangé aujourd'hui? Ce matin au petit déjeuner, une banane et une pomme. Quand je suis arrivé à 1h30 l'après-midi, j'ai pris une pomme et un kiwi. Et tout à l'heure, j'ai eu des raisins. Voyez, voilà. Et des raisins et des fruits de saison. Excellent, que vous allez mastiquer, que vous allez broyer de telle façon que ce que vous mangez et qui est solide, vous allez ensuite le boire après. Ça, c'est très important. Et il y a un proverbe allemand, que je ne saurais pas dire en allemand, qui dit, pour goûter un aliment, il faut le mastiquer 37 fois.
Je crois que c'est 73. 37 fois. Faites-le 10 fois, ça sera déjà pas mal. Et vous allez ne pas le regretter. Pourquoi? Parce que, figurez-vous, qu'en mastiquant au moins 10 fois ou 37 fois, vous allez faire venir la salive, et qu'on a découvert que dans la salive, il y a des enzymes du goût. Des enzymes pour repérer que c'est doux, que c'est sucré, que c'est salé, que c'est amer, que c'est un bon vin ou un mauvais vin, que c'est une bonne huile d'olive ou une mauvaise huile d'olive, que c'est un bon poisson, une bonne viande, etc. Et ça, c'est très important. Parce que l'alimentation doit être un plaisir. Et l'alimentation n'est pas simplement je mange pour avancer dans la vie, ou je mange pour être malade. Combien nous coûte l'obésité en France chaque année? Écoutez bien, 10 milliards d'euros. Parce que les gens, ils ne mangent pas, ils bouffent. Combien nous coûte le diabète de type 2, c'est-à-dire le diabète induit par la bouffe? Je dis bien la bouffe. 10 milliards d'euros. Combien nous coûte le cancer en France aujourd'hui, dont la moitié des cancers est liée à de mauvaises habitudes alimentaires? 14 milliards d'euros. 10 plus 10 plus 24 égale 4 plus 14, pardon, égale 34 milliards d'euros. Je suis convaincu qu'en informant le grand public correctement, par les médias, conférences, par les télés, par les radios, RTL, RMC, Europe 1, machin, on arriverait à réduire en l'espace de 10 ans la moitié des cancers d'aujourd'hui, la moitié des obésités d'aujourd'hui. Je voyais encore ce matin 2 femmes, la maman et la fille. La maman, 25 kilos de trop, la fille, 15 kilos de trop. Je ne sais pas engueuler, je leur ai dit, je vais vous aider à réduire votre surpoids. Parce que la maman, je vous ai soigné pour un cancer du sein, et vous allez me faire un cancer sur l'autre sein. Et vous, la fille, vous allez faire un cancer du sein, et vous ferez un cancer de l'autre sein, et vous le ferez 15 ans avant l'âge de votre maman. Voyez? Et comment je vais vous aider? C'est pas compliqué. Vous allez supprimer de votre alimentation tous les sucres qui ne sont pas nécessaires. Le sucre numéro 1 dont nous nous gavons, nous les Français et les Françaises, c'est le lactose. Et le lactose, lait. Nous sommes passés de l'alcoolisme au lactolisme. Le lactolisme, c'est le plan de nutrition santé qui vous dit 3 à 4 produits laitiers par jour. Qui paye ça? L'État? Pas du tout. L'État n'a pas un rond. C'est les produits laitiers qui payent. Vous comprenez? C'est eux qui payent et qui font des publicités mensongères sur les télés. Je vais vous donner un résultat fondamental. Nous étions au mois de septembre 2009. En tant que président de toutes les familles de France, j'ai demandé une saisine au niveau de l'Agence française de sécurité des aliments, qui s'appelait l'AFSA et qui est devenue l'ANSES, Agence nationale de sécurité, d'environnement et de santé. Je leur ai fait un petit topo de 3 pages. J'ai dit, monsieur le directeur, voici l'inquiétude des familles que vous devez prendre en compte. En tant que cancérologue, j'observe de plus en plus de cancers qu'on ne voyait pas avant. Du sein, 70 000 nouveaux cas, 11 500 morts par an. De la prostate, 71 000 nouveaux cas aux dernières statistiques, 10 000 morts par an chaque année. Du côlon et du rectum, 37 000 nouveaux cas par an. Nous perdons 450 à 480 personnes par an en France, tous les jours, tous les jours. Nous voyons des lymphomes, nous voyons des maladies qui étaient très très rares avant, nous en voyons en très grande quantité. Donc, j'ai dit voilà, nous sommes inquiets, nous les familles, concernant les produits laitiers, le beurre, le yaourt, le fromage, le lait, les crèmes glacées, les crèmes brûlées, car dans les produits laitiers, il y a des facteurs de croissance qui sont destinés à l'animal dont est issu le lait. La vache ne boit pas de lait, elle le donne pour son fiston qui s'appelle le veau, que ce soit un futur bœuf ou une future vache, une génisse. Bien. Nous savons aujourd'hui qu'une vache, quand elle donne son lait, on la force à mort pour qu'elle donne son lait. Il faut qu'elle arrive à donner jusqu'à 80 litres de lait par jour. Ça, c'est les champions du monde, au Canada ou en France, qui sont dopés pour donner le maximum. Il faut que vous sachiez qu'une vache, quand elle a eu son premier veau,
Dans les 3 mois qui suivent, elle continue à donner du lait, mais elle est inséminée, elle est en 2e état de gestation. Dans son lait, vous avez des hormones, estrogène et progestérone pour la gestation du petit numéro 2 qui est dans le ventre de la vache. Et on nous fait consommer ça. Inadmissible. Autrefois, nos mamans étaient géniales. Parce que autrefois, ma maman, elle faisait bouillir le lait comme vos mamans, les plus âgées. Ça veut dire qu'il y avait la couche épaisse sur le lait, et que cette couche épaisse sur le lait, c'était les facteurs de croissance dont la formule chimique était explosée. Ça veut dire que la formule chimique était inactive. Le facteur de croissance présent dans le lait de la vache n'était plus actif sur mon propre corps, n'était plus actif. Donc quand j'ai saisi l'Agence française de sécurité alimentaire, je lui ai dit voilà, nous sommes inquiets, est-ce que les facteurs de croissance ne sont pas responsables de cancer? Le 13 avril 2012, j'ai été convoqué par l'Agence nationale de sécurité d'environnement et de santé. Ils étaient 7 ou 8 personnes. J'étais seul, puisque j'étais président de Famille de France, j'étais convoqué. Je sentais qu'ils étaient stressés, moi pas. Ils m'ont présenté un diaporama extrêmement bien fait, de tous les résultats qu'ils avaient accumulés entre le moment où j'avais demandé la saisine et le moment où ils me donnaient les résultats. Ils m'ont donné un polycopier de 198 pages. Sur toutes les pages, il y avait écrit confidentiel, 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 recto verso. Ils m'ont présenté les résultats en me disant peut-être bien que oui, que ça augmente, peut-être bien que oui, un petit peu peut-être cancer du sein, de la prostate, du côlon, du rectum et des lymphomes. Je les ai beaucoup remerciés. Je leur ai dit je vais étudier le document que vous me donnez de 198 pages. C'était l'époque des vacances de Pâques. Je suis parti dans les Pyrénées en vacances de Pâques et tous les jours, j'ai travaillé 6 heures par jour, les 198 pages. J'en ai fait un diaporama, j'en ai donné des conférences au niveau national et international. Je puis vous dire que ce n'est pas une petite augmentation des cancers du côlon, du rectum, du sein et de la prostate, c'est une grande augmentation qui dépasse 25%, qui est entre 25 et 30%, et que désormais, jamais je ne conseillerais, tant que les lobbies des produits laitiers nous donnent des produits laitiers de cette façon, je ne conseillerais d'en consommer. Je vais faire une deuxième saisine. J'ai le droit, en leur disant, mesdames et messieurs les experts, je considère que vous n'avez pas donné les résultats que nous attendions. Je demandais des chiffres. Ça veut dire que je voulais savoir quel est le taux des facteurs de croissance. Il y en a 3. Un qui s'appelle Insulin Growth Factor, facteur de croissance insulinique, qui aide à la construction de l'intérieur du tube digestif du veau. Et je vous rappelle qu'un veau, 1 an après sa naissance, il prend 350 kilos. Et qu'un petit humain, 1 an après sa naissance, il prend 5 kilos, pas plus. Et que dans le lait d'une maman, il y a des facteurs de croissance pour le cerveau de l'enfant et pas pour faire un corps de 350 kilos. Or, aujourd'hui, le lait, 24 milliards de litres de lait par an en France. Vous entendez? 24 milliards de litres. Il faut vous les faire consommer par les trous de nez, par les oreilles, en suppositoire, par tous les moyens. Il faut que vous les consommiez absolument. Et donc, vous les avez en publicité matin, midi et soir, au cinéma, à la télé et dans les radios. Laissez ça tranquille, c'est formidable. Il est très important, et je suis toujours content, je le dis souvent, que dans les conférences, et ce n'est pas péjoratif, qu'il y ait plus de femmes que d'hommes. Parce qu'en France, quand vous informez une femme, vous allez informer 100 d'un coup. Quand vous informez un homme, messieurs, vous allez informer la moitié d'un coup. Sauf si vous lui dites quelque chose de sexuel. Alors là, il retient, et donc je vous promets une petite histoire pour les messieurs à la fin, pour qu'ils puissent suivre jusqu'au bout. Et du coup, il y a un monsieur qui rentre dans la salle. Alors, je continue parce que vous avez compris comment avoir un cancer de l'estomac. Vous avez compris comment avoir un cancer du pancréas avec trop de sucre. Mais n'oubliez pas que votre pancréas, il a une deuxième fonction. Certes, il vous aide à avoir un taux du sucre dans le sang nickel, mais le pancréas, il fabrique aussi 1 litre de liquide pancréatique, qui est comme de la flotte, 1 litre, à peu près ça. Et ce liquide pancréatique, à quoi il sert? À digérer les graisses. La mayonnaise, les viandes grasses, les poissons gras, l'huile d'olive. Mais si vous faites cuire les graisses,
Si vous faites cuire les huiles, alors vous avez un point de cuisson de l'huile qui fait que vous transformez à 250 ou 200 degrés, vous transformez des produits qui ne sont pas dangereux en produits dangereux. Benzopyrène, nitrosamine, qui sont des produits qui font que vous forcez votre pancréas. Et quand vous forcez votre pancréas, un beau jour, il vous dit « je n'en peux plus ». Et quand votre pancréas vous dit « je n'en peux plus », oh, vous n'avez pas grand signe. Quelques petites douleurs, vous n'étiez pas diabétique, vous devenez diabétique, vous avez tout d'un coup de mauvaise digestion, on vous fait un scanner, catastrophe, il y a un problème au pancréas. Et 1 an et demi plus tard, vous êtes entre 4 planches. Nous guérissons 5% des cancers pancréatiques. Nous pourrions quasiment tous les éviter. Nous n'arrêtons pas d'avoir des consultations avec des gens qui viennent avec cette maladie, qui arrivent en pleine forme. En pleine forme. Un exemple récemment, un professeur de gymnastique d'une région du Languedoc-Roussillon, d'une ville du Languedoc, pleine forme. Il me dit, il me vient, j'ai un cancer du pancréas. Quand je vois cet homme, je me dis, c'est pas possible. Pas possible. Je regarde son scanner, il a malheureusement une image mauvaise, je l'opère, j'ai été obligé d'ouvrir et de fermer, il avait déjà des petites métastases dans le foie. Durée de vie, 18 mois, maximum 2 ans. Voilà. Ce monsieur, qu'est-ce qu'il consommait? Oh, il ne fumait pas. Mais il se gavait de produits laitiers parce qu'on lui disait que c'était bon pour le sport. Il disait que c'était bon pour le sport. Et gave-toi de produits laitiers parce que tu seras plus fort, plus costaud, ceci, plus cela. C'est une aberration. Aujourd'hui, les facteurs de croissance, soyons très clairs, dans les laits de la vache, vous en avez 3. IGF, insuline growth factor, je l'ai dit, pour le tube digestif et tout ce qui est à l'intérieur. 2. Épidermal growth factor, EGF. Épiderme, vous entendez la peau, c'est-à-dire toute mon enveloppe. Mon enveloppe d'humain n'est pas l'enveloppe d'un veau. Et 3. TGF. Et TGF, Transforming Growth Factor, c'est celui qui transforme mes muscles, mes articulations et mes tendons pour avoir des muscles, des articulations et des tendons de veau. Donc ne vous inquiétez pas si vous avez mal au dos, je vous explique. C'est que tout simplement, vous avez une consommation excessive de produits laitiers. Et en plus, ce qu'on ne vous dit pas, on vous fait croire qu'il vous faut avoir des produits blancs pour éviter l'ostéoporose et finir en poussière. De toute façon, on finira en poussière, clair et net. Mais le plus tard possible. Et si vous ne voulez pas finir en poussière le plus tôt possible, eh bien ne consommez pas trop de calcium. Ah oui, mais vous allez avoir de l'ostéoporose. Ça, c'est formidable pour les femmes et les hommes. C'est une vaste fumisterie, sauf si vous avez le cul dans le fauteuil, 3h45 par jour à regarder la télé. Parce que la télé, 1, vous ne bougez pas, 2, vous vous endormez, 3, c'est l'Alzheimer assuré, je vais vous l'expliquer dans quelques instants. Le Transforming Growth Factor, TGF, Epidermal Growth Factor, EGF, Insulin Growth Factor, IGF, ces 3, nous connaissons parfaitement les formules chimiques. Ce qui est très important à savoir pour ceux qui sont intéressés par la chimie, c'est que la formule chimique de ces facteurs de croissance, elle est constituée par ce qu'on appelle essentiellement des ponts, un pont disulfure. Disulfure, ça veut dire un pont entre une molécule de soufre et une autre molécule de soufre. Disulfure. Ces molécules disulfure sont très difficiles à détruire. Très difficiles. Surtout quand vous en avez beaucoup. IGF, 2 ponts disulfure. EGF, 4 ponts disulfure. TGF, 9 ponts disulfure. Le TGF, pour le détruire, il faut faire bouillir le lait longtemps. Longtemps. Or, le lait, il est à ultra haute température. Aujourd'hui, 24 milliards de litres de lait. 3-4 secondes maximum, 140 degrés. Le lait prend un coup sur la tête, il n'y a pas de germe. Ça, c'est vrai. Mais les facteurs de croissance, on pense, et c'est écrit dans les 198 pages qui ont été données, on pense qu'ils sont renforcés par l'ultra haute température. Vous entendez renforcés, ça veut dire indestructible. Parce que des dames me disent, bon mais docteur, moi j'ai compris, je vais faire bouillir le lait en arrivant chez moi. Faites-le.
qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir une fine pellicule sur la surface du lait comme du papier à cigarette. Vous ne détruisez pas les facteurs de croissance. Vous ne les détruisez pas. Donc vous les consommez. Et nous, comme sérologues, qu'est-ce que nous savons? Nous savons maintenant que depuis à peu près 5-6 ans, c'est fini des chimiothérapies. Je vous le dis, je vous l'annonce. Dans 10 ans, il n'y aura plus de chimiothérapie. Il y aura des antifacteurs de croissance. Qu'est-ce que c'est les antifacteurs de croissance? C'est les anti-IGF, c'est les anti-EGF, c'est les anti-TGF. Je simplifie, bien sûr, hein. Je suis obligé d'être compréhensible, parce que c'est des formules plus compliquées, VEGF, etc. Ce sont des anti-angiogéniques. Écoutez-moi bien. Angio, c'est le vaisseau. Génique, c'est la genèse. Un anti-angiogénique, il va contre la genèse d'un vaisseau. Contre la genèse d'un nouveau vaisseau. Quand j'ai une tumeur qui se développe dans le sein, j'ai encore vu une maladie hier, eh bien elle avait un énorme sein, il y a des nouveaux vaisseaux qui se sont construits pour nourrir sa tumeur. Pour nourrir sa tumeur. Qu'est-ce qu'on va lui donner comme traitement? On va lui donner un anti-angiogénique, qui coûte extrêmement cher, qui est efficace, et qui fait que sa tumeur du sein, qui va être, disons, grosse, on va dire, on va donner une image comme un melon de Cavaillon, avec l'anti-IGF, TGF, anti-EGF, vous allez le réduire de moitié. Ça veut bien dire que d'un côté, on en fait consommer, et puis madame, si vous avez ou monsieur un cancer, pas de problème, on vous soigne. Ça coûte la peau des fesses à la sécu, c'est-à-dire à vous, à moi, à nos impôts. Et moi, je préfère que le pognon, on le mette à l'éducation nationale où il n'y a pas assez de profs, qu'on le mette à la culture, qu'on le mette à faire de bons films, qu'on le mette au tourisme, qu'on le mette dans la recherche, mais pas à soigner des gens auxquels on pourrait éviter la maladie. Voyez, on pourrait éviter la maladie. Donc, il faut bien comprendre cela. Pour moi, aujourd'hui, la vache est sacrée et les produits laitiers, vous les laissez. Et quand les publicitaires vont se rendre compte que dans les supermarchés, on vous a foutu une pub pour Danette et compagnie, que Danette ne bouge pas du supermarché, ils vont dire merde, ils ont compris. Ils le savent. À partir de ce moment-là, eh bien, ça disparaîtra. Donc ça veut dire que vous devez diffuser cette parole. Et je remercie beaucoup ce monsieur qui vit chez nous, dans le Vaucluse, et qui me disait tout à l'heure que tous les matins, quand il se lève, il regarde le Ventoux et qu'il ne voit jamais la même montagne, je veux dire avec le soleil, la brume et compagnie, et qui est d'origine belge. Voilà un Européen qui vient dans notre pays et qui fait un film, justement, pour informer le grand public. Pourquoi? Parce qu'il m'a raconté son histoire, et je peux le dire. Il avait des douleurs partout, il avait des problèmes de santé, il va voir un ostéopathe qui lui dit « Je ne vous soigne pas, tant que vous prenez des produits laitiers, vous m'arrêtez tout ça. » Et il a raconté tout ça, tout à l'heure au repas, avec les amis qui étaient là, et il a dit « Je l'ai fait, fantastique, ma vie a changé. » Il est allé remercier l'ostéopathe qui a donné aucun traitement, en changeant les habitudes alimentaires, aussi simplement que cela. Mais vous avez une autre notion nouvelle qui est hyper importante, hyper. C'est le problème du pain. Quel dommage. Le pain est un aliment fabuleux, le froment. Mais malheureusement, ce froment est devenu industriel et on l'a abîmé. Vous n'avez plus le bon pain d'autrefois. Ou quand vous alliez chercher du pain, vous coupiez la baguette et vous aviez des trous pour mettre les doigts dedans, tellement ils étaient gros, parce qu'il y avait beaucoup de levain pour lever la pâte. Et aujourd'hui, pour conserver le pain, le maximum de gluten, le minimum de levain. Et donc vous avez un pain où il faut une aiguille pour trouver le trou. Et vous avez aujourd'hui plus de la moitié des Français qui ont une intolérance au gluten. Pourquoi et comment est l'intolérance? Cette intolérance, c'est que le gluten va vous donner de la porosité intestinale. Qu'est-ce que c'est? Si vous avez un imperméable qui est poreux et qui pleut chez vous, vous allez vous mouiller la peau parce que votre imperméable, il n'est pas imperméable, il est poreux. Eh bien, notre intestin, il ne doit pas être poreux. Il doit faire passer une bonne molécule de sucre de la pomme, du kiwi, du pamplemousse ou de l'orange. Mais il ne doit pas faire passer une mauvaise molécule de calcium en excès. Dans le lait de la vache, il y a 4 fois plus de calcium que dans le lait d'une maman pour son bébé.
Et d'un autre côté, formidable pour éviter de finir en poussière. Et ça vous met du calcium dans les articulations, dans les hanches, dans les genoux, etc. Et mes collègues orthopédistes, ils sont ravis. Ils me disent, mais Henri, arrête de dire tout ça. Nous, on a prothèse d'épaule, prothèse de genou, il y en a une de chaque côté, prothèse de hanche. Un exemple très précis. Mon propre frère, qui a 1 an et demi plus que moi, eh bien, il avait de l'arthrose sur ses hanches. Bien. Il en souffrait beaucoup. Je lui ai conseillé d'aller voir un collègue. Je lui ai dit, tu sais, à mon avis, il va falloir t'opérer. Mon collègue m'appelle, il me dit, ton frère, il a une grosse arthrose des hanches, coxarthrose, il souffre beaucoup, il faut l'opérer. On va lui mettre une hanche en titane. Bon. Il se fait opérer. Évidemment, je vais voir mon frère à la clinique. Comment vas-tu? Ah, il me dit, ça va, j'ai moins mal, mais quand même, les chirurgiens vont être pénibles. Mais je dis, pourquoi on est pénible? On te sauve la vie, mon vieux. Et il me dit, mais quand je pense que dans 3 mois, il faut faire l'autre côté, j'avais demandé de me faire les 2 côtés d'un coup, mais il faut que le faire en 2 fois. Et puis, ils m'ont mis des tuyaux, et quand même, la rééducation, tout ça, c'est emmerdant. Je lui dis, mais est-ce que tu veux vraiment te faire opérer de l'autre côté? Il me dit, mais il m'a dit, dans 3 mois, il a même pris les rendez-vous. Je lui dis, mais tu veux te faire opérer? Il m'a dit, mais tu as une solution pour ne pas me faire opérer? Je lui dis, mais bien sûr. C'est quoi ta solution, me dit-il? Mais je te l'ai déjà dit 50 fois. Il faut que ta femme écoute la mienne. Que ta femme écoute la mienne. C'est-à-dire que ta femme, elle écoute ce que te dit la mienne, qui a travaillé beaucoup, puisque moi je suis plus sur la théorie, mais ma femme qui a fait du droit, un jour elle a compris que le droit ça servait à rien. Je suis excessif, je sais, comme je dis, le droit ne sert pas à rien. Mais elle a compris que pour la famille, chez nous, c'était pas le droit qui était important, c'était la santé. Et donc elle m'a beaucoup écouté. Et donc elle est passée au côté pratique. Parce que quand les dames en consultation me disent, mais docteur, comment je fais cuire les aliments et comment je fais mon plat et ma béchamel? Je dis, écoutez, moi j'en sais rien. Voilà l'adresse de ma femme, vous lui écrivez. Et elle a reçu tellement de mails qu'un jour je lui ai dit, écoute, t'as qu'une solution, il faut répondre. T'as qu'à faire un bouquin. Et puis elle en a fait un premier, qui est du pratique, du gastronomie familiale, puis un deuxième, cuisson à la vapeur douce. Maintenant elle va sortir, écoutez bien, je cuisine en chantant pour ma santé. Pas bon ça? C'est pour les petits de 5 à 12 ans. Je cuisine en chantant pour ma santé. Je vais corriger le livre, bien sûr, hein, parce que mes collègues, ils nous attendent au fusil. Il faut faire attention, il faut que ce soit scientifique, il faut qu'il y ait des preuves, il faut qu'il y ait tous les éléments. Il faut expliquer tout cela à des petits, avec des termes, avec une belle illustration. Il y aura même des petites comptines pour les enfants qui vont chanter Frère Jacques, mais avec des paroles sur la nutrition, sur la cuisine. Vous voyez, ça va être formidable. Ça, c'est pourquoi? Parce que le petit enfant, il peut éduquer son grand-père, sa grand-mère. Mamie, tu manges des yayas? Mamie, c'est la veille du départ au cimetière. Arrête, mamie, de prendre des yayas. Est-ce que le petit va dire, papy, tu manges trop vite? Papy, il te faut mettre un bon dentier. Papy, il faut que tu prennes, au lieu de prendre du Coca-Cola comme moi, il faut que tu arrêtes, il faut que tu me donnes un peu de vin. Donne-moi, papy, j'ai 10 ans, un nuage de bon vin de Provence. Papy, donne-moi de l'huile d'olive dans ma salade. Vous voyez, des choses extrêmement importantes. Extrêmement. Alors, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que moi, à la maison, je vous le dis très franchement, je ne prends plus de pain. Je prends le pain des fleurs. Et le pain des fleurs, il est fabriqué en Ardèche, à Annonay. Qu'est-ce qu'il fait à Annonay, celui qui fabrique ça? Le pain des fleurs, c'est des tartines soit de sarrasin, soit de quinoa, soit de châtaigne. Et moi, je tartine avec la tuche et du miel. Ah, vous ne mettez pas la confiture de votre grand-mère? Non, ma grand-mère, on a fini ses confitures, on lui a dit, mamie, tu arrêtes. On préfère le miel. Pourquoi? Parce que dans ta confiture, il n'y a pas de vitamines. Il n'y a que du sucre. Elle est bonne, ta confiture, mamie, c'est sûr. Mais dans le miel de l'apiculteur, il y a vitamine B1, B2, B6, vitamine C. Il y a des choses pour dormir le soir. Cet été, c'était amusant. On était avec nos enfants et nos petits-enfants. Et la petite Élise, qui avait 4 ou 6 mois, je ne sais plus, elle ne faisait pas sa nuit. Alors le matin, c'était la discussion du matin au petit-déj. Est-ce qu'Élise a fait sa nuit? Vous connaissez ça, les mamans, hein? Est-ce qu'elle a fait sa nuit? Bon, alors ça voulait dire que si Élise n'a pas fait sa nuit, son père, sa mère et tout le monde n'avaient pas fait sa nuit. Bon, ça devenait infernal. J'ai dit, confiez-moi Élise. Alors on m'a confié Élise. Et le soir, qu'est-ce que j'ai fait? Devant le papa et la maman, j'ai pris une cuillerée à soupe de miel et j'ai dit à Élise, qui me regardait, qui souriait, excusez-moi, et j'ai dit à Élise, tu vois, ton papy, il va prendre du miel, parce que c'est bon, il va bien le goûter,
comme ça, il va bien dormir, et comme ça, il fera des jolis rêves, etc. Je lui ai fait un petit baratin. Bon, je ne sais pas ce qu'elle comprend. Moi, je vous dis qu'elle comprend tout. Bon. Et puis quand j'ai eu fini de prendre, et je lui ai montré que je la gardais dans la bouche, la tournée, j'ai dit, maintenant, c'est pour toi. J'ai pris une cuillère à mocha, et j'ai dit, Élise, à toi. Et puis Élise, elle a commencé de bout des lèvres, comme si elle hésitait. Bon, comme elle a les papilles, tous les enfants ont les papilles sur les lèvres, elle a fini par prendre la cuillère entière. Elle était contente, j'ai fait un bisou, 2 bisous, 3 bisous, etc. Le lendemain, Élise a fait sa nuit. Grâce aux abeilles. Oui, grâce aux abeilles. Alors, les abeilles, j'ai écrit un bouquin là-dessus qui s'appelle Les abeilles et le chirurgien. Le miel, la propolis, j'en ai sur moi. Vous voyez, j'en ai sur moi. Quand je vais partir d'ici, ben parfois, hein, vous voyez, je suis passionné, alors j'ai la voix qui monte un peu, eh bien j'ai du propolis. Vous voyez, il m'en reste 3 ou 4. Eh bien, je vais en prendre un petit comprimé, je vais bien le sucer, et ma voix, ça va revenir. Demain, j'ai une conférence à Laval, je prends l'avion à 7h15 à Montpellier, je vais à Paris, de là à Laval, le soir, j'ai une grande conférence pour la famille. Pas de problème, j'aurai une voix nickel, pas de souci. Grâce aux abeilles. Propolisant. C'est quoi la propolis? C'est ce que les abeilles mettent dans la ruche pour qu'elle soit plus stérile que mon bloc opératoire. Une petite souris arrive dans la ruche. Une abeille lui saute dessus, la pique out. Qu'est-ce qu'elles font les abeilles? Elles vont l'enrober de propolis, comme on enrobait les pharaons. C'est pas beau ça? Comme on enrobait les pharaons. Bon. Ensuite, vous avez la gelée royale. Pas de gelée royale si vous avez un cancer. Mais si vous avez simplement une petite fatigue, l'hiver qui va arriver, c'est le moment, gelée royale. Depuis le 15 octobre, vous voyez, ça fait 2 jours, tous les jours, au petit dîner, je prends mon énergie vitale. Qu'est-ce que c'est? Une cuillère à café dans laquelle j'ai du miel, de la propolis, de la gelée royale, du ginseng, de la papaye et de la cérola. Tout ça dans un petit pot. Vous tapez happymab.com, vous trouvez votre petit pot, vous faites commander votre petit pot et tous les jours, la famille, ma femme, ma pomme, les enfants, les petits-enfants, ils ont tous droit, et les petits, la cuillère à mocha, et les adultes, la cuillère à café. Et avec ça, pas besoin d'être vacciné. Mes infirmières m'ont dit, docteur, c'était, monsieur, quand il y a eu H1N1, on allait tous mourir. Vous vous souvenez? On allait tous mourir. Hein? Les oiseaux allaient tous nous faire mourir. Bon. Alors mes infirmières me disent, monsieur, vous faites vacciner? Je dis non. Elle me dit, mais vous ne donnez pas l'exemple. Je dis si. Et non, je dis si, je donne l'exemple, parce que je ne me fais pas vacciner. Je donne l'exemple. Bon. Alors, j'ai dit à mes infirmières, vous prenez énergie vitale, dans mon service, il n'y a pas eu d'absentéisme. Dans les services où ils ont été vaccinés, ils ont eu de l'absentéisme. Parce qu'on les vaccine avec un germe qui est plus ou moins diminué dans son efficacité, et surtout, on vous vaccine avec le germe de l'année dernière. C'est pas celui de 2013. 2013, il n'est pas sorti. Vous aurez le vaccin de 2013 en 2014. Trop tard, puisqu'en 2014, ça sera un autre. Alors, si vous avez une pathologie rénale, respiratoire ou autre, c'est sûr qu'il faut se faire vacciner. Je ne dis pas. Mais si vous êtes en forme comme moi, si vous faites le Ventoux, je crois que tout le monde fait le Ventoux ici régulièrement, hein, en vélo, pas en voiture, pas en moto. D'ailleurs, je vais voir le maire de Malocène, je vais lui dire d'interdire les bagnoles sur le Ventoux. C'est inadmissible. Interdire les motos et les bagnoles. Uniquement les piétons et les vélos. Ceux qui font des efforts. Les autres, ils restent en bas. On leur fait une vidéo, ils verront, ça suffit. Hein. Ils ont besoin d'un film, ça suffit. Je sais que les Allemands, maintenant, ils montent en bagnole, ils redescendent en vélo. Vous savez, ça, c'est les Allemands. Évidemment. Ils restent obèses. Après, ils sont étonnés que ça leur coûte cher. Voilà. Alors, vous voyez qu'à travers ces conseils, d'abord, aujourd'hui, par exemple, vous voulez avoir un cancer du côlon et du rectum, je vais vous aider. Soyez constipés. Parce que si vous avez constipation, vous avez putréfaction et vous avez pullulation. Quand ça pullule, ça irrite. Quand ça irrite, il y a un polype. Et le polype, un bon jour, il devient un cancer. Voilà. Là, vous n'êtes pas content quand vous avez le cancer. Ah oui, mais on ne me l'avait pas dit. C'est bien sûr que c'est notre faute. C'est pour ça que nous avons un rôle, nous les médecins, qui est un rôle absolument fondamental. Absolument fondamental. Vous voyez? Alors, si vous voulez éviter la constipation, on sait comment il faut faire. Beaucoup de fibres. La fibre, elle ratisse. Mais pour ratisser, il faut qu'elle avance. Donc, il faut un moteur. Et le moteur, c'est le rosé du Ventoux. C'est le côte du Rhône rouge. C'est le Vaqueras. C'est le truc de Châteauneuf-du-Pape, tout ça. Et si possible, bio. On m'a dit qu'il n'y avait plus que du bio ici chez vous. Pratiquement, il n'y a plus que du bio. Génial. Moi, je vous donne la médaille. Ça veut dire pas trop de sulfite. Beaucoup de resveratrol, beaucoup de produits qui sont bons pour la santé. Il faut mettre le verre de vin dans les lycées.
Oui, il faut le mettre dans les lycées, ils ne seront pas alcooliques. Il n'y a pas de problème. Ils ne seront pas alcooliques. Parce qu'on leur apprendra à boire correctement. Alors qu'ils se gavent d'alcool fort et de Coca-Cola dans les boîtes de nuit. Et ensuite, ça fait des alcoolismes aigus. Vous voyez, ce sont des choses extrêmement simples, extrêmement importantes. Alors, messieurs, je vais terminer pour vous, pour que vous le reteniez. Nous avons la chance, figurez-vous, d'avoir... C'est Cotonou, hein. Bon, mais nous avons la chance d'avoir une de nos filles qui est historienne. Bon. Et alors elle sait que ses parents, mon épouse et moi, nous sommes passionnés par la nutrition, et donc dès qu'elle trouve quelque chose dans l'histoire, évidemment, allô papa, est-ce que tu sais? Bon, c'est comme ça qu'elle m'a appris la tisane de Richelieu, qui est un verre de bon vin rouge à la fin de chaque repas, entre la poire et le fromage, pour éviter la constipation. Parce que son éminence avait de la latence, on ne disait pas l'éminence est constipée, ça ne se disait pas. Il était en retard dans toutes ses réunions publiques. Et il passe dans le médoc, on lui fait prendre un verre de médoc à chaque repas, terminer la constipation. C'est devenu la tisane de Richelieu. Donc, je suis un grand prescripteur de tisane de Richelieu, c'est fabuleux. D'ailleurs, il faudrait en donner à tous les ministres, président de la République, tout ça. Je pense que dans les sondages, ça montrait tout de suite. Bon. Alors, deuxième chose qui est intéressante, et c'est là que les hommes vont être intéressés, c'est que ma fille m'appelle il y a à peu près 1 an et demi en me disant « Papa, est-ce que tu connais ce conte hongrois ou tchécoslovaque, enfin d'Europe de l'Est ?» Je pensais qu'elle me parlait comme un conte d'Andersen, un conte de Perrault, vous voyez, un conte à raconter, quoi. Non, papa me dit non. C'est un conte C-O-M-T-E, le mari de la comtesse. Bon, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, papa, figure-toi que ce conte, il a honoré sa comtesse 7 fois en une seule nuit. Vous entendez, mesdames? 7 fois en une seule nuit. En général, il y a toujours une dame qui dit bon, à voir celui-là. Bon. Alors, évidemment, j'ai demandé tout de suite à ma fille chérie, dis-moi comment qu'il a fait. Elle me dit, papa, il prenait des pois chiches al dente. Al dente, ça veut dire quoi? Ça veut dire cuisson à la vapeur douce. Ça veut dire que ce n'est pas des pois chiches trop cuits, parce que s'ils sont trop cuits, un pois chiche, 3 gaz. 2 pois chiches, 10 gaz, ça ballonne, c'est la pétarade assurée, vous suivez. Bon, vous allez en Martinique, en Guadeloupe, je vais la semaine prochaine faire des formations en Guyane. Là-bas, ils mangent des haricots trop cuits. En Guyane, en Martinique, dans tous les dom-toms, ils sont tous ballonnés, on les entend à distance. Tellement ça ballonne là-bas, c'est quelque chose d'inouï. Je vais essayer de leur apprendre la cuisson à la vapeur douce. Ils seront tous bien mieux. Et si je leur dis qu'ils honorent leur femme 7 fois en une seule nuit, je suis sûr qu'ils vont se mettre à la cuisson à la vapeur douce. Et si en plus, ma femme leur apprend à faire germer les pois chiches, à germer les haricots, parce que quand vous faites germer un pois chiche, une lentille et un haricot, ça veut dire que vous avez un aliment vivant. Si vous n'arrivez pas à le faire germer, croyez-moi, il a été irradié, il est mort. Si vous le faites germer, vous multipliez la quantité des phytohormones, des minéraux, des oligo-éléments d'une manière extraordinaire, c'est exponentiel. Bon, attention, c'est pas que pour monsieur les pois chiches. Il faut que madame s'y mette aussi, n'est-ce pas? Voilà. Alors, je suis sûr que dans le canton d'ici, de par là, dans 8 jours, il n'y a plus un pois chiche à acheter. Oui, parce qu'en général, les hommes vont en acheter, c'est le Viagra végétal. Vous savez que si vous prenez du Viagra, vous risquez, monsieur, d'être aveugle. Ça vous fait péter la rétine. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que les hommes, ils vont acheter le Viagra toujours à 50 km de là où ils habitent. Vous avez remarqué ça? Ça, c'est les pharmaciens qui me le disent. C'est extraordinaire. Ils disent, les gens qui viennent acheter du Viagra, ils ne sont jamais du village où ils habitent. C'est fantastique. Messieurs, allez chercher les pois chiches et vous ferez des économies. Ça vous coûtera beaucoup moins cher et ça marchera aussi bien. Mais il faut que madame en prenne aussi. Vous comprenez? C'est ça l'harmonie. Ça veut dire que c'est la fin des divorces, c'est sûr. C'est la fin des divorces. Voilà. Donc je m'amuse en disant ça, mais je suis sérieux en même temps. Pourquoi? Parce qu'il y a des phytohormones. Et que ces phytohormones sont présents dans ces légumineuses, pois chiches, haricots, lentilles, et sont excellents pour la santé. Je termine pour que vous puissiez me poser des questions. 2 phrases, une que j'aime beaucoup, de notre maître, le père de la médecine, qui s'appelait Hippocrate. On dit à Montpellier que nous avons une médecine hippocratique. On se dispute beaucoup avec nos collègues parisiens qui n'ont pas du tout la même façon de faire la médecine que nous. Nous observons, nous écoutons, nous auscultons, nous palpons, nous expliquons. À Paris,
pognon, rapidité, et puis des examens, je te coupe, je te scanne, vous voyez ce que je veux dire. Bon. Donc la médecine hippocratique, c'est une médecine qui est très humaniste. Et qu'est-ce qu'il disait Hippocrate? Que ton aliment soit ton médicament. Quelle belle phrase! Que ton aliment soit ton médicament. Et Jean Rostand ajoutait une belle phrase, c'est plus récent évidemment, dans les années 1960, il vaut mieux un beau menu qu'une ordonnance. Un bon menu qu'une ordonnance. Eh bien actuellement, je fais des ordonnances qui sont des menus. Voilà. Alors, si vous avez des questions à me poser, c'est le moment. Merci beaucoup. Alors pour les questions, le mieux c'est de parler un peu fort. Pendant ce temps, je vais prendre un peu de propolis. Alors, je vous écoute pour les questions, vous levez la main. Oui, au fond, vous parlez assez fort, madame. Venez approcher, oui. Je veux revenir en fait sur les produits laitiers. Par rapport Revenez sur les produits laitiers, oui. Ouais, par rapport aux nourrissons. Par rapport aux nourrissons. Oui, est-ce qu'il est conseillé de donner du lait de vache ou comment peut-on en fait remplacer le lait de vache? Alors, très très bonne question, bien évidemment. Première chose, l'idéal, c'est que la maman allaite son petit. On sait combien de temps? L'idéal, c'est 6 mois. Mais on sait que les 2/3 des mamans, après 1 mois, arrêtent l'allaitement maternel. Donc, en général, elles font 1 mois. Et c'est pour cette raison que je me bats pour que nous puissions, que vous les femmes, qui faites le choix de l'allaitement maternel, vous puissiez être prises en charge par la sécurité sociale si vous bossez, pendant 6 mois, plus 1 mois pour le sevrage. Ça, c'est la première chose. Alors, imaginons que vous ne voulez pas allaiter, c'est votre choix. Vous allez dire, qu'est-ce que je vais donner au petit? Du lait de vache, erreur. Erreur. Vous allez plutôt lui donner de petites quantités de lait végétal. Vous lui donnerez du lait de châtaigne, du lait de riz, du lait de noisette, du lait d'amande, et vous allez varier en fonction de ce que vous allez voir au point de vue du goût. Ou alors, vous lui donnerez du lait de chèvre, du lait de brebis, ou bien vous lui donnerez même du lait de jument, mais je ne le conseille pas trop parce qu'il coûte cher. Donc c'est difficile. Mais lait de chèvre, lait de brebis, c'est possible. Je dirais même que le biberon est en train de mourir. C'est la fin du biberon. Pourquoi? Parce que les mamans vont comprendre de plus en plus, si on les informe bien, qu'il faut allaiter l'enfant 6 mois. Parce que la sécurité sociale va les prendre en charge 5 mois, c'est sûr que ça va venir. Et que si vous allez en Suède ou en Allemagne, 98% des femmes allaitent. En France, 60%. Pourquoi? Parce qu'on leur dit, vous allez polluer votre bébé, parce que la pollution, votre lait, machin, ceci, cela. Et savez-vous que les grands-mères peuvent allaiter? Savez-vous qu'une maman adoptive peut allaiter son enfant? Et que quand une maman adoptive adopte son enfant, le problème c'est qu'elle l'adopte pratiquement quand il a 1 an, ce qui est une erreur. Il faut donner cet enfant dès la naissance. Donc il faut que quand un enfant naît sous X, il puisse être donné à la maman adoptive le plus vite possible pour qu'elle l'allaite. Et si jamais la maman ne peut pas l'allaiter, la grand-mère peut allaiter, sans qu'elle accouche. Sans qu'elle accouche. Mais il faut mettre le petit au sein, vas-y petit et tête. Ça ne veut pas dire, monsieur, mettez-vous au sein ce soir. Parce que monsieur, je vous rassure, ça ne marchera pas. Parce que les papilles, vous ne les avez pas pour bien tirer sur le mamelon de madame. Il faut qu'un bébé, parce que le bébé, comme il a les papilles sur les lèvres, il va savoir tirer sur le mamelon. Vous voyez? Question suivante. Non, allez-y. Ça va? Ouais, non, mais vous avez répondu à ma question. Okay. Mais je fais partie des 60%. Question suivante. Je voudrais vous demander, Madame, parlez fort. pour une hernie hiatale Oui. qui est très douloureuse tous les soirs avec reflux et tout, qu'est-ce qu'il faut prendre de préférence en nourriture le soir? Alors, d'abord, premièrement, tout dépend de l'importance de la hernie hiatale et du reflux. Si c'est une hernie hiatale dont le volume est, je dirais, supérieur à une prune, pour être clair, faut faire supérieur. Il faut faire attention parce que ça vaudrait peut-être le coup, par célioscopie, de réparer ça en supprimant la hernie. C'est une petite intervention chirurgicale, c'est sans danger. Si c'est une petite hernie hiatale qui vous donne du reflux, il y a 2 raisons à cela. Premièrement, c'est qu'il peut y avoir du stress qui fait que votre pylore ne s'ouvre pas bien en bas pour l'évacuation des aliments qui sont dans l'estomac, donc il y a du stress. Soit c'est le mari qui vous stresse, soit c'est Sarko, soit c'est Hollande, soit c'est le maire. Donc, je ne dis pas qu'il faut tuer l'un ou l'autre, mais ça veut dire,
si le mari est à côté, il faut lui faire passer le message, un peu plus de douceur qui vous stresse moins. Voilà. Pour que le bilan s'ouvre davantage. Bon. Mais, ce qui est très important, c'est mastiquer vos aliments. Prendre votre temps pour manger et que les aliments solides que vous consommez, vous les rendiez liquides par la salive en particulier. De telle façon qu'ils descendent tranquillement, et si vous avez des brûlures, et si vous avez du reflux, je vous donne le traitement Propolis. 4 à 6 comprimés par jour. Vous n'avez pas besoin d'aller à 6. Au début, vous allez vous dire, tiens, je sens que la brûlure va arriver. Vous en prenez un, vous le sucez comme moi, vous voyez, je le suce encore un. Je ne le mastique pas. Je ne le croque pas. Il est en train de se mélanger à ma salive. Ma salive va descendre le long de mon œsophage. Mais là, moi, c'est pas pour ça. C'est parce que ça me donne de l'anti-inflammation pour mon larynx, pour la zone otorhinolaryngologique. D'accord? Donc, vous mastiquez bien, vous transformez du solide en liquide et vous prenez vos comprimés de propolis. Ça s'appelle propolisant. Vous allez voir un apiculteur qui vous donnera tout ça. Ça en est plein chez nous, le comprimé. Autre chose, c'est que le soir, quand vous avez terminé votre repas, parce que votre question c'était le repas du soir, madame, la soupe, il faut qu'il y ait des choses à croquer dedans. Ne prenez pas un sachet de soupe de poisson, vous savez que c'est du poisson parce qu'il y a une photo de poisson et que ça n'a aucun goût. Ça, c'est pour la poubelle. Vous prenez une soupe de poisson, si vous aimez le poisson, en agrémentant votre soupe avec des morceaux de poisson que vous allez croquer, mastiquer. Si vous aimez une soupe de légumes, eh bien mettez des fragments de carottes, de pommes de terre, de tout ce que vous voudrez, peut-être un petit morceau de saucisse, un petit morceau de viande qui reste que vous allez agrémenter, et vous allez prendre votre soupe, vous avez le liquide, et mastiquer les produits qui sont dans la soupe. Alors, ma femme, souvent, elle là-dessus, je la gronde un peu, parce qu'elle a un mixeur. Alors, elle est très fière de son mixeur. Alors, elle me mixe tout ça, je dis, mais moi, j'ai des dents. Chérie, j'ai des dents, j'en ai pas besoin. Toi non plus, t'en as pas besoin. Alors, maintenant, elle mixe moins. Hein? Elle mixe un peu moins. En plus, ça fait du bruit. Quand je travaille, ça m'énerve. Donc, je m'amuse en disant ça, mais mixer, oui, mais pas nécessairement d'avoir une soupe complètement liquide. Vous voyez? Bon, d'autre part, quand vous avez fini votre repas, vous dites, je vais voir un film à la télé. Très bien. Ayez un fauteuil, vous soyez bien assis. Pas enfoncé à moitié couché. Là, vous vous esquintez. Il faut être véritablement avec un fauteuil, si vous voulez, à 90 degrés. Vous voyez, c'est très important. Et l'idéal, si vous voulez bien dormir, c'est certes ce que je vous ai dit avec la cuillerée de miel, mais aussi d'avoir un petit peu d'activité physique. Ça veut dire, s'il fait beau, sortez, allez faire un tour dans le village, dans la ville, allez vous fatiguer un petit peu, vous rentrez, vous avez pris le bon air, formidable, vous allez dormir comme un ange. Oui, et vous n'aurez pas de brûlure. Voilà. Et les abeilles, vous serez contentes des abeilles, elles ne sont pas là pour nous piquer, elles sont là pour nous soigner. Question suivante. Monsieur. Quelle est l'incidence de la chaleur sur la cuisson des aliments? Très bonne question. Influence ou incidence et influence de la chaleur sur la cuisson des aliments. Vous avez une formule qui est la température et la durée. Il faut que la température ne dépasse pas 95 degrés. Il ne faut pas que ça dure longtemps. Ça s'appelle la cuisson à la vapeur douce. Et ça a été le deuxième livre de mon épouse. Et je dirais que la cuisson à la vapeur douce, je vais vous en raconter un petit peu l'histoire pour que ça vous marque vraiment. C'était à peu près en 1985 où j'avais écrit un premier livre, un petit livre sur alimentation et cancer pour le grand public. Et puis un monsieur m'appelle vers la fin du mois de juillet en me disant « J'ai des choses très importantes à vous dire dans ce domaine. » Je dis « Écoutez, je pars en congé, on est donc en septembre. » Bon. Mois de septembre, première consultation. L'infirmière me dit, il y a du monde, mais il y a un monsieur, vous avez fait un rendez-vous. J'avais oublié le rendez-vous. Je vois un petit monsieur, sympa, et voilà, il me dit, j'avais rendez-vous pour vous parler de choses très importantes sur la nutrition et la prévention des cancers et tout ça. Bon, très bien. Alors il me dit, j'ai combien de temps pour vous convaincre? Je regarde ma montre, je dis, vous avez 5 minutes. Il me dit, pas plus. Je dis, monsieur, si en 5 minutes, vous ne dites pas les choses essentielles, vous êtes cuit. C'était le cas de le dire, vous allez le voir. Il fait silence. Je me suis dit, le monsieur, il perd son temps. Et puis il me dit, est-ce que vous aimez la bonne cuisine? Je dis, bien sûr. Tout le monde aurait dit la même chose. Oui. Et puis, de nouveau, il fait silence. Je dis, il perd du temps. Et puis il me dit, est-ce que vous avez un cuisinier chez vous? Ah! Tout de suite, je pense
Qui c'est qui a la cuisine à la maison? Qui c'est qui prépare les repas, etc. Donc ma femme, je me suis dit, il va se proposer. Est-ce qu'il va foutre la pagaille à la maison? Alors je lui dis, non, bien sûr. Il dit, monsieur, je suis prêt à vous faire des démonstrations chez vous, à votre domicile, le temps qu'il faut. Il me dit, qu'est-ce que vous n'aimez pas? Oh, je lui dis, c'est très simple. J'aime pas tout ce qui est gras, tout ce qui sent trop. J'aime pas la sardine qui sent trop, j'aime pas la saucisse qui est très grasse, j'aime pas le chou-fleur comme ça sent, etc. J'aime pas. Il me dit, c'est très bien. Bon, alors j'appelle ma femme, alors là, avec la femme, il faut faire attention. Il faut faire allô chérie, il faut lui faire la musique pour qu'elle accepte, le cuisinier, parce que vous avez l'air de lui dire, ta cuisine, elle marche pas bien, quoi. Bon, il faut lui dire, il y a un grand monsieur, expérimentation, tout ça, la recherche, bon, il faut bien présenter la chose. Bon, bref, il est venu. J'arrive un jour à 10h du soir de la journée, un peu fatigué par une grosse journée, et puis je vois sur la table de la cuisine, le cuisinier était là, que des choses que je n'aimais pas. J'ai dit, le gugus, il commence mal. Il avait dit à ma femme, vous achèterez ceci, ceci, cela pour sa démonstration. Que des choses que je n'aimais pas. Il commence à me faire des explications, je dis non, non, moi j'ai faim, on passe à table. Je n'avais pas mangé à midi, etc. On passe à table. Et puis, je prends une sardine, pas grasse. Un bout de saucisse, pas gras. Un bout de canard, pas gras. Incroyable. Tellement que, bon, je fais la démonstration, puis moi je goûte. Il est resté 2-3 jours pour faire les démonstrations, puis après on avait des amis qui venaient, on ne pouvait pas dire aux amis, on a un cuisinier à la maison, ils ont vu pour défiler. Je l'ai pris au laboratoire. Je l'ai pris dans mon laboratoire de recherche, où il est resté pratiquement une année. Le problème, c'est que cet homme, il avait mon âge d'aujourd'hui. J'avais des chercheurs qui avaient 25-30 ans. Et mes chercheurs se prenaient tous pour des petits génies, ils disaient, le mec de 63, 65 ans, c'est un petit con, c'est un vieux con, un vieux con. C'était pas un vieux con, c'était un vieux génie. Ce type avait énormément d'expérience. Et il m'a raconté son histoire qui était très intéressante, il avait beaucoup de brevets. Un jour, sa femme lui dit, tu prends des brevets pour l'automobile, pour la peinture, pour les avions, pour ça, mais pour moi, tu fais que dalle. Alors il se dit, qu'est-ce que je peux faire pour ma femme? Qu'est-ce qu'elle fait à la maison? Cuisine. Il trouvait que c'était pas terrible ce qu'elle faisait. Bon, il lui a pas dit. Il avait du pognon de côté. Il a dit, je pars une année dans le monde entier pour voir comment les gens cuisinent. Il est parti au Japon, en Chine, en Australie, uniquement pour voir ça. Il allait dans les restos, il allait discuter, il allait dans les familles, etc. Bon. Il rentre de là, il crée un petit resto à Marseille pour voir comment les gens consomment. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils choisissent à la carte, qu'est-ce qu'ils laissent dans le plat, etc. Il fait une observation hippocratique. Et au bout de 2-3 ans, il arrête son resto, il le revend, et il met au point, pendant tout ce temps-là, le cuivapeur, qui est le vitaliseur. Ce vitaliseur qui s'appelle le vitaliseur de Marion, on va dire c'est Mario qui a pris le nom de ce vitaliseur, pourquoi pas? Mais c'est André Coquard qui l'a inventé. Alors qu'est-ce que c'est? C'est une bassine où vous avez de la flotte, vous allez faire chauffer cette flotte elle va bouillir, elle va vous donner la vapeur d'eau, et puis vous avez un grillage par où vous avez des trous de 7 mm où passe la vapeur d'eau, et vous avez un couvercle qui est bombé vers le haut, de telle façon que la vapeur d'eau peut même soulever le couvercle, vous pouvez en faire une toupie. Mais quand vous arrivez à 95 degrés, la vapeur d'eau, il faut le sur le côté. Donc vous ne cuisez pas de manière excessive votre aliment. Vous le faites suer, au sens où vous le faites transpirer les mauvais produits. Pesticides, insecticides, métaux lourds, etc. Votre poisson, vous le rendrez bio. Votre canard, vous le rendez bio. Et quand vous allez voir, après avoir cuit un canard, un poulet, des patates ou autres qui ne sont pas bio, vous allez au fond du cuivapeur, vous prenez une louche, ça sent pas bon. Vous avez pas des morceaux, mais vous avez des images dans l'eau qui sont des grosses gouttes de graisse. Vous voyez? Alors, tous les pesticides et insecticides sont lipophiles. Lipophiles, c'est-à-dire qu'ils aiment le gras. Mais ils sont dans mon canard, ils sont dans ma patate, ils sont dans ma carotte. Vous voyez? Donc, la cuisson est très importante. Donc, retenez 95 degrés. Donc, quand mon épouse a fait son livre, je me suis disputé avec elle, hein, et je lui ai dit, je veux une BD. Pourquoi tu veux une BD? Elle dessine bien. Je dis, je veux une BD parce que nous, les hommes, on a besoin de BD. Les femmes nous font des recettes. Vous avez des recettes, vous êtes contents, vous les savez par cœur, vous êtes de ma grand-mère, pour faire ceci, pour faire cela. Nous, la recette, on s'en fout. Nous, on goûte. Mais la BD, on lit. Et je lui dis, je veux que tu me fasses une BD avec les temps de cuisson. Vous verrez, il y a une BD avec les temps de cuisson. Vous avez temps pour
dire, pour des lentilles, tant pour des pois chiches, tant pour un poulet, tant pour ceci, tant pour ça. C'est très intéressant. Ce qui fait que là, vous mettez en symphonie un peu le couple, l'homme et la femme, l'un avec la durée et sa BD, et l'autre avec ses recettes. Et ça, c'est très important, à mon avis, pour la santé de la famille. C'est très important. Donc, moi, je suis un très familial. Donc, je veux dire, je suis président de toutes les familles de France. On est à peu près 100 000 familles, on devrait être davantage, mais ça, c'est comme ça. Mais je suis à fond pour la prévention santé familiale. Question suivante. Monsieur ? Parlez fort. Pouvez-vous dire rapidement la différence entre le lait de chèvre et le lait de vache? Oui. C'est très simple. D'abord, dans le lait de la vache, vous avez des facteurs de croissance pour son veau. Je vous ai dit 350 kg en une année de plus. Par contre, la chèvre ou la brebis, je vous dis la brebis aussi, petit animal, c'est sûr que vous avez plus de calcium que dans le lait de la maman. Mais vous avez des facteurs de croissance qui sont moins importants que ceux que nous avons dans notre propre laitage ou dans nos propres besoins humains. Bon, donc ça veut dire que vous avez intérêt à aller vers chèvre ou brebis. Et je vous fais remarquer que la chèvre, les vrais, ils ont du goût. Quand vous en avez pris un quart, que vous l'avez vraiment mastiqué, que vous avez pris un bon petit litron de vin en même temps, vous êtes rassasié. Pareil pour le roquefort, pareil pour la tome de brebis. Par contre, les fromages de vache qui rigolent ou qui pleurent, vous vous en tartinez. Les fromages blancs, vous les retrouvez dans les fesses. Hein. N'oubliez pas une chose, c'est que le fromage, et en particulier le lactose, nous le stockons, nous les hommes, autour de la prostate, en gras, et les femmes dans les seins. Donc sein pour les femmes, bassin pour les hommes. Augmentation des cancers de la prostate chez l'homme, augmentation des cancers du sein chez la femme. Vous imaginez si je disais ça à la télé? Vous avez imaginé? Impossible. Ça viendra. Pour l'instant, c'est impossible. Impossible. Ou alors, il faut payer aussi cher que Danette. Question suivante. Monsieur, et puis monsieur, et puis madame. Monsieur. Quelle est votre opinion sur le jeûne? Le jeûne, avec un accent circonflexe sur le jeûne, c'est le jeûne thérapeutique. Il y a eu une émission à la télé qui a été une mauvaise émission, qui a donné des impressions extrêmement scientifiques en disant si vous jeûnez, vous supporterez mieux la chimiothérapie, vous supporterez mieux les traitements, vous guérirez plus facilement du cancer. C'est faux. Il faut savoir que quand vous avez une chimiothérapie ou des rayons, on peut vous dire que ça vous coupe l'appétit. Donc vous jeûnez d'une manière naturelle. C'est-à-dire que vous mangez moins, que vous pouvez avoir des nausées, que si vous mangez trop, vous risquez d'avoir de régurgiter ou de vomir. Ce qui est sûr, c'est que le jeûne de produits qui ne valent rien pour ma santé, il est excellent. Jeûner de yaourt, jeûner de Nutella, jeûner de Coca-Cola, jeûner de compote, 100% d'accord. Par contre, ne jeûnez pas de fruits frais et de séchons. D'ailleurs, on dit qu'il y a le jeûne aux fruits. Le jeûne aux fruits, c'est le jeûne de tout sauf des fruits. Où on fait une cure de raisin. Par exemple, au vendange, vous avez des gens qui font pendant une semaine, ils mangent que des raisins. C'est pas idiot. Ça vous nettoie le tube digestif, ça vous gratouille l'intérieur, ça vous le nettoie, et il n'y a aucun problème au niveau de la santé. Si vous avez un jeûne que vous voulez faire parce que vous avez un état de surpoids qui est très important, faire attention. Ce n'est pas le régime de Ducon. Ducon. Ce mec-là est un mec dangereux qui devrait être poursuivi pour des raisons de santé publique. C'est extrêmement dangereux. Si vous avez des cellules cancéreuses dans le corps et que vous vous nourrissez avec le régime de Ducon, vous allez les faire démarrer encore plus vite. Parce que vous apportez des protéines pour la construction du tissu cancéreux. Ce qu'il faut savoir, c'est que si moi je m'amuse à jeûner, par exemple, parce que j'ai vu cette émission, comment il fonctionne le cancer si j'en ai un en moi? Le cancer, monsieur, c'est un voleur. Si vous avez un voleur qui vient chez vous, il ne va pas vous voler vos pantoufles. Il s'en fout de vos pantoufles. Il vient vous voler ce que vous avez de plus précieux. Votre pognon, vos bijoux, etc. Bon. Eh bien, si j'ai le cancer dans mon corps, où qu'il soit, il cherche à me piquer ce qui est précieux. Par exemple, je vais dire, je vais jeûner en prenant quelques compléments alimentaires d'oméga 3, par exemple, etc. Et je vais ne pas prendre ceci ou cela. Eh bien, c'est pas compliqué, mon cancer, il va aller me piquer mes réserves dans le foie, le bon sucre. Il va aller me piquer mes acides aminés dans mes muscles. Il va me piquer les bons acides gras que je peux avoir dans le tissu gras. Il va me le voler.
Donc, qu'est-ce que je fais? Le jeûne peut nourrir mon cancer. Donc ça veut dire prudence. Si par contre c'est une personne qui a un surpoids important, la maman et la fille que je voyais aujourd'hui, la fille disait, moi je vais me faire opérer de l'estomac pour me faire mettre un anneau. Aberrant, pour continuer à bouffer, mais on me fait un anneau, on me réduit la capacité de mon estomac. Ça n'a aucun sens, aucun sens. Le problème, c'est que vous avez des chirurgiens qui acceptent de le faire, parce que pépette, faites très attention à cela. Ça, c'est absolument incohérent. Il faut changer les habitudes alimentaires et les changer dans le bon sens. Madame? Que pensez-vous du yaourt et de soja? Aucun yaourt n'est bon, quel qu'il soit, parce que vous ne mastiquez pas. Que vous preniez un yaourt au lait de soja, vous voulez prendre du soja. Prenez de la salade de soja. Vous comprenez? Mais votre yaourt de soja, quel qu'il soit votre yaourt, on vous prend pour une handicapée dentale. Pas mentale. Dentale. D'accord? L'handicap dental, ça veut dire, prenez un yaya. Le yaourt est une aberration nutritionnelle. Alors on vous dit, on met des ferments lactiques dedans. Mais les ferments lactiques, vous les fabriquez en croquant des fruits, en mâchant, en mastiquant la salade de laitue, en prenant des noix, des noisettes, des pignons, etc. Du végétal. Il ne faut pas que nous soyons des végétaliens. Les végétaliens, ce sont des emmerdeurs. Ils meurent avant tout le monde, ils ont la libido dans les chaussettes, ils ne font pas d'enfants, ils nous coûtent la peau des fesses. Bon, donc les végétaliens, il faut les transformer en végétariens, c'est-à-dire plus de végétal, mais aussi des œufs, des cocottes. Le jaune d'œuf est excellent, c'est du bon cholestérol, pas trop cuit. Un jaune d'œuf liquide, soit à la coque, soit moulé, soit même gommé. Je raconte souvent l'histoire, il m'est arrivé de manger 2 fois avec l'abbé Pierre, et la première fois, j'étais en face de lui, c'était sympa, et il avait un cocotier devant lui. Moi, j'en avais pas. Discrimination, d'accord? Bon. Alors, je dis, pourquoi vous avez un cocotier? J'ai vite compris, il a amené un œuf. Et sur sa chasuble, là, il avait une épingle à nourrice. Je me suis dit, mais il n'a pas des bébés à allonger, comme autrefois. J'ai compris, l'épingle à nourrice, c'était pour piquer la touche à côté. Vous voyez? Du coup, on m'a amené un cocotier et un œuf. Je lui prends aussi. Bon, et moi, ça ne me gêne pas. Je comprends que certains puissent ne pas aimer, hein. Il ne faut pas forcer les gens. Mais l'œuf à la coque, ça rappelle toujours l'enfance. Toujours. Un œuf à la coque, que c'est bon, c'est sûr. Voilà. Est-ce que ça a été l'œuf qui a fait le premier ou la poule? J'en sais rien, je m'en fous, mais les deux sont bons. Vous voyez? Bon, ça c'est du bon cholestérol. Par contre, le fromage de la vache, c'est du cholestérol pour le veau. Et ce cholestérol pour le veau, il fabrique les hormones de la vache ou du veau, la testostérone du gars qui va s'occuper de la vache, vous me suivez, du taureau, hein, ou bien de la vache qui va faire des petits. Donc le cholestérol, nous en avons besoin, mais pas de manière excessive. Nous en avons besoin. Et vous savez que dans un jaune d'œuf, vous avez l'équivalent de 300 mg de cholestérol. C'est la ration quotidienne en cholestérol dont vous avez besoin pour fabriquer les hormones. Ça ne veut pas dire qu'il faut manger un œuf tous les jours, parce que vous avez du cholestérol par les produits laitiers, par la viande, par d'autres éléments, voyez. Mais personnellement, moi je pense, mes 6 œufs par semaine, 3 fois 2, à la coque ou au plat. Donc je vais bien, hein. Je fais le ventoux. Mais ça va bien, ça va bien. Et je manque de rien, voilà. Mais c'est encore une fois liquide. Ça, c'est très important. Et alors, le blanc d'œuf est important aussi, parce que si vous n'avez pas assez d'albumine, si vous buvez beaucoup, pour avoir des urines claires, ce que vous allez boire, vous allez uriner. Vous n'allez pas garder l'eau. Alors à ce moment-là, vous risquez d'être déshydraté. Et quand on est déshydraté, on risque de perdre la mémoire. Et beaucoup de personnes âgées, les hommes ne veulent pas se lever la nuit pour pisser. Alors ils ne boivent pas le soir. Moyennant quoi, ils sont déshydratés. Et après, ils ne savent plus comment s'appelle l'arrière-grand-mère, ils ne savent plus si c'était Charles de Gaulle ou Georges de Gaulle, enfin bon, ils oublient la mémoire. Bon, alors on dit l'Alzheimer démarre. Moi, je peux vous aider à avoir un Alzheimer, c'est très simple. Vous voulez avoir un Alzheimer? 1. Produits laitiers 4 à 5 fois par jour. Là, vous êtes assuré d'avoir un cerveau de vous. 2. Vous prenez la télévision 3h15 par jour. C'est ça la moyenne des Français. 3h15 par jour. Vous imaginez, hein? Donc les gens se tapent 3h15 de télé par jour, alors la 1, la 2, la 3, la 5, tout équivalent. Sauf qu'il y en a qui sont meilleurs que d'autres. Mais à ce moment-là, vous sélectionnez. Vous voulez voir une bonne émission, un bon film, ce que je comprends. Mais se taper la télé 3 heures par jour, c'est l'Alzheimer assuré. D'autre part, surtout, ne pas mastiquer. Pas mastiquer. Hein? Donc, vous prenez des biscottes.
Vous ne mastiquez pas, vous la faites fondre dans votre café ou dans votre café au lait. Vous voyez. Bon, surtout pas de fruits. Surtout pas de fruits. Des danettes, ça c'est clair. Là c'est sûr. Là vous y arrivez rapide. Pas de vin, pas de vin. Hein. Par contre, un alcool fort, ça va vous brûler les neurones. Là vous allez avoir ensuite le Parkinson. Hein. Vous prendrez un verre, et les gens qui sont comme ça. On vous promet 1 million d'Alzheimer par an. 1 million. Ils peuvent courir. Hein. Et oui, parce que ça fait vivre les maisons de retraite. Voilà. Formidable, maison de retraite. Bon, dans les maisons de retraite, maintenant, un vieux n'est pas content, on lui met un peu de Lexomil pour le calmer. Là, c'est l'examen assuré aussi. Surtout pas mastiquer les choses. Et puis pas trop de poissons, sauf un poisson pané une fois par semaine qui est en carré. Alors qu'il faut manger beaucoup de poissons. Parce qu'il y a des oméga 3 dedans. Et que les oméga 3, poissons frais, cuisson à la vapeur douce, excellents pour le cerveau. Vous voyez? Donc moi, je peux vous aider. Si vous voulez un Alzheimer, je vous aide, aucun problème. Mais si vous avez bien compris comment l'avoir, vous savez comment pas l'avoir. C'est ça qui est formidable. Question suivante, madame. Le poisson ou la viande crue? Alors, poisson cru, oui, dans la mesure où vous êtes sûr de ce poisson et vous le faites mariner avec beaucoup de citron. Hein, dedans, beaucoup de vitamine C, pas de problème. Viande crue, oui, ok, une fois par semaine, parce que ça sera de la viande rouge. Mais le problème, c'est que c'est de la viande hachée, hein, la plupart du temps. Dans un steak tartare, hein, ils vous la hachent, ils vous la coupent, puis vous faites un trou au milieu, ils vous mettent un œuf dedans. Oh, très bien, vous ne mastiquez pas BCF là-dedans. Hein. Donc le mieux, faites-le cuire à la vapeur douce, parce que vous allez avoir une cuisson qui est très homogène. Et cette cuisson qui est très homogène vous permet d'avoir un aliment que vous allez déguster, vous allez vous régaler. Vous voyez. Le micro-ondes, à la poubelle. À la poubelle, à la poubelle. Je suis en train de voir pour joindre ceux qui font des cuisines, pour faire les cuisines santé. Vous savez, cuisine santé où nous aurons tout ce qu'il faut pour bien faire cuire les aliments. Donc cuisson à la vapeur douce, four à la vapeur douce, et puis surtout pas de micro-ondes. Donc le gars, quand il va faire sa cuisine santé, je suis sûr que les gens vont se précipiter. Le micro-ondes, il faut mettre le chat dedans. Vous allez voir comment il en sort. Moi, je vais vous dire, je m'amuse parfois, je vais au restaurant, comme tout le monde. Alors, s'il n'y a pas de fruits, normalement, je demande, avez-vous des fruits? Non, je m'en vais. Je dis, bon, mais monsieur, vous êtes un restaurant nul, vous n'avez pas de salade de fruits, ou alors des salades de compote, ou des fruits au sirop, gardez-les-vous. Bon. S'il y a des fruits frais, je rentre. Alors, parfois, j'ai oublié de demander, je suis rentré, ou on est invité, bon. Alors, qu'est-ce que je fais? J'aime bien les tartes tatin. Je suis gourmand, comme tout le monde. Je peux vous dire comment il faut faire pour en avoir 2. J'en ai chaque fois 2. Bon, je dis à celui qui me le sert, je veux que ce soit bien chaud au milieu, n'est-ce pas? Et je lui dis, si c'est pas chaud au milieu, il y en aurait 2. Bien sûr, monsieur. Alors, quand vous me l'amenez, vous m'amenez 2 cuillères. Une pour moi et une pour le garçon ou la jeune femme qui me sert. Je prends ma tarte tatin, c'est toujours froid au milieu. Je dis, écoutez. Pourquoi? Parce que passer au micro-ondes et que vous n'avez pas une cuisson homogène. Moyennant quoi, j'en ai une deuxième, il la cuit beaucoup plus, et là, c'est tiède au milieu. Donc j'en ai toujours 2. Vous voyez comment on peut avoir 2 tartes tatin gratos, hein? Donc, question suivante. Madame. Les légumes lacto-fermentés. Les légumes, qu'est-ce que vous voulez dire? Lequel, par exemple? Par exemple, le chou. Oui. Mais écoutez, le chou, faites-le cuire à la vapeur. Faites-le cuire à la vapeur, parce qu'on vous dit blanchi. Alors, c'est pas le blanchiment comme on fait le blanchiment d'argent. Hein? On blanchissait autrefois, ça sentait le chou dans la maison, dans l'escalier, ça sentait partout. C'était épouvantable. Ma maman en a fait tellement qu'elle m'a rendu une allergie. Mais quand ma femme a commencé à dire que je vais faire du chou, j'ai dit non, tu ne me fais jamais du chou. Et maintenant, je fais du chou. Elle fait du chou. Pourquoi? À la vapeur douce, ça ne sent pas. Ça ne sent pas. Voilà. C'est aussi simple que ça. Bon. Donc, le mieux, votre chou, vous le mettez à la vapeur douce. Tout à l'heure, on en a mangé du chou. Mais c'était du chou tout simplement frais. Ça veut dire qu'on a croqué. Et c'était un véritable régal. Et vous avez toutes les vitamines, tous les minéraux, tous les oléments dedans. Excellent pour la santé. Question. Donc, la meilleure de toutes les cuissons, c'est la vapeur douce. Tout le reste, c'est du pipi de chat. C'est pas cuit. Comment? Lacto-fermenté, c'est pas cuit. Oui, non, mais c'est pas cuit. Mais pourquoi voulez-vous le faire fermenter? Parce qu'il y a plus de vitamine C. Lesquels? C. Lesquels? Mais vous avez déjà la vitamine C dans le chou, madame. Pourquoi le faire fermenter en plus? Oui, je veux bien, mais bon. Monsieur?
Le lait de soja, comme je l'ai dit à la dame, c'est un peu comme pour le... Pas de lait de soja chez une femme qui a un risque de cancer du sein. Pas de lait de soja chez un homme qui a un risque de cancer de la prostate, ou qui en a déjà eu un. Maintenant, je ne suis pas contre, mais le meilleur lait végétal, c'est le lait soit de riz, soit d'amande, soit de châtaigne, soit d'avoine. Vous voyez, les autres laits végétaux. Il y a trop de phytohormones dans le lait de soja. Et sachez une chose, c'est que les Japonais et les Chinois, ils prennent du thé. Hein. Ils ne prennent pas du lait. Hein. Ils prennent des salades de soja, c'est vrai, mais ils ne s'en gavent pas beaucoup. Hein. Ils ne s'en gavent pas. Dernière question. Madame. À quelqu'un qui a des diverticules sur le côlon. D'accord? Alors, les diverticules du côlon, je vais vous expliquer ce que c'est qu'un diverticule. Prenez une roue de vélo, mettez-lui une hernie. Chaque fois, si vous avez une ou deux hernies, c'est un diverticule. Le problème, c'est que ce diverticule, il peut presque se fermer. C'est-à-dire qu'il va faire comme ça, et à ce moment-là, vous avez des matières qui rentrent à l'intérieur et ça peut infecter. Si ça s'infecte, ça donne une diverticulite, appendicite, une inflammation. Si vous avez des inflammations importantes comme ça, moi je dis attention, le danger, vous risquez une occlusion et un jour ou l'autre, il faudra opérer. Le diverticule intestinal, c'est un intestin qui se met en pile d'assiettes parce qu'il y a du stress. Alors le stress, ça peut être le boulot, les enfants, les petits-enfants, le maire de la République, enfin je ne sais rien, à vous de voir, mais il faut se déstresser. Quand les diverticules sont là, ils ne disparaîtront pas. J'en ai opéré un lundi, un monsieur de Béziers, qui avait une faute diverticulose, qui avait eu 2 crises. Je lui ai dit, monsieur, à la 3e, vous avez droit à l'anus artificiel. Il a eu la trouille, je l'ai opéré à froid, je l'ai opéré lundi, il est chez lui. Et il va pouvoir manger de tout, alors qu'il était au riz blanc, aux compotes, à toutes les choses que je déconseille. Mais il était obligé de manger ça, parce que sinon ça bouchonnait, et quand ça bouchonne, ça va là. Il faut faire attention. C'était la dernière question. Allez, on prend une. Voilà, monsieur. Que pensez-vous des gélules de riz rouge pour lutter contre le cholestérol? C'est pas mauvais, c'est mieux que le Tahor et le Crestor. Tous les produits contre le cholestérol, sauf si vous avez une hypercholestérolémie familiale, à la poubelle. Et le mieux pour réduire votre taux de cholestérol, il y a eu une étude très précise, c'était 4 pommes par jour, c'était des pommes rainettes, vous savez, des pommes qui ont la peau un peu fripée. C'est pas uniquement la pomme rainette, vous prenez pommes, kiwi, poire, bientôt on va avoir les mandarines et les oranges. Voilà, 4 fruits par jour minimum. Et combien de pilules par jour? De gélules de quoi? De levure de riz rouge. Non, mais bon, j'en sais rien, prenez-en 2 à 4 par jour, le mieux c'est pas en prendre et manger des fruits, c'est bien meilleur. Voilà. Madame enfant. Non, parce que c'est du fructose, je vous explique. Le sucre des fruits, il va dans votre estomac, dans la mesure où vous l'avez bien mastiqué, bon, il va arriver, il va être absorbé par votre estomac au fur et à mesure des besoins de votre cerveau. Vous êtes en train de réfléchir à votre boulot, vous avez un problème, je ne sais pas, à résoudre. Bon, eh bien, à ce moment-là, le sucre que vous avez dans votre estomac, votre cerveau en a besoin, il l'appelle. Ça monte, vos neurones, ils sont tout contents. Ils ont de la bonne énergie et vous trouvez des solutions à vos problèmes. Voilà. Vous voyez? Donc il faut faire manger des fruits aux enfants. C'est pour ça que j'ai lancé le concept de 1 fruit frais à chaque récré chez les enfants du primaire, mais aussi du collège, plutôt que les barres chocolatées. Vous n'avez pas vu récemment, j'ai vu ça dans le métro à Paris, une pub, la fin de 16 heures. Fin F-A-I-M, ou la fin du goûter, la fin du goûter. Et c'est une barre chocolatée qui coule, qui vous donne envie de consommer. Eh bien, c'est un scandale. Une pub comme ça devrait être interdite. C'est vrai, il y a trop de business. Alors, une question, et puis je vous donne mon adresse email et on va fermer, on va s'arrêter. Madame. S'il vous plaît, pour les fruits, il vaut mieux les manger bio. Et si on ne trouve pas des bio... Alors, si on ne les trouve pas bio, vous pouvez, par exemple, imaginons que ce soir, quand je vais rentrer à la maison, imaginons qu'il y a des pommes pour demain et qu'elles ne sont pas bio. Je vais les faire tremper dans l'eau, je vais dormir. Pendant que je dors tranquillement, ces pommes, elles vont perdre 80% des pesticides de la peau dans la flotte. Demain matin, je sors la pomme de l'eau, je la frotte bien, je la croque. Et les 20% de pesticides que j'aurai consommés, je vais faire du sport 2 fois par semaine, transpirer, et là, je vais éliminer les pesticides. Vous faites le ventoux, vous allez les éliminer. C'est valable pour tous les fruits? C'est valable pour tous les fruits. Oui,
bien que la banane, donc, vous ne mangez pas la peau, l'orange, vous ne mangez pas la peau, voilà. Mais pour tous les fruits, le mieux c'est d'aller vers du bio, parce que vous stimulez une agriculture de qualité, et si vous n'en avez pas, ben vous faites comme ça, vous les faites tremper. Il y avait un autre. Madame, j'entends rien. Est-ce que le fait de faire tremper ces fruits ne va pas leur faire perdre aussi les bonnes choses? Non, 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 ils perdent les produits lipophiles qui vont sortir, c'est-à-dire les pesticides de l'agriculteur qui a arrosé ses pommiers ou ses poiriers, c'est ça qui va perdre. Mais il en reste quand même, hein. Il en reste dans le fruit, c'est clair. Mais ça fait rien. Il faudrait en réalité que nous fassions tous 2 fois 30 minutes par semaine de sport jusqu'à transpirer, bien transpirer, pour éliminer les produits toxiques. Oui. Alors, je termine en vous laissant mon adresse mail. Je réponds dans les 4 à 5 jours. Si je n'ai pas répondu, c'est que votre ordinateur il est pété. Bon, il va bien venir. Alors, Henri Joyeux, tout attaché. Henri Joyeux en un seul mot, Henri avec un i, tout attaché, @me.com. C'est le mi anglais. M comme maman, E comme Émile, me.com. Ok? Voilà. Je vous souhaite une très bonne fin de soirée, beaucoup de bonne santé et surtout pas de choses à se faire soigner chez lui. Vous avez compris? D'accord? Merci M. Joyeux. Avant de partir, on vous propose un apéritif sans produits laitiers. Sans Coca-Cola non plus. À base d'olive et de raisin. Excellent. Et puis on vous propose aussi, on a 2 producteurs qui sont venus vous proposer de l'épeautre, du miel, enfin que des bonnes Très choses. bien les potes. Et puis on a aussi l'équipe Joyeux qui vous a amené une bonne dizaine de livres différents. Donc avant de partir, faites un peu le tour. Hein, on vous invite à faire un apéritif, à venir voir les livres et à aller peut-être acheter quelques graines. Voilà. Merci à tous.